Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité socio-politique. Ce numéro spécial s'intéresse au 57e anniversaire de l'Union africaine célébré ce lundi 25 mai 2020. On reviendra largement sur l'historique de l'Union africaine, les avancées enregistrées depuis sa création, les difficultés dont l'institution est confrontée, les défis à relever, l'alternance démocratique sur le continent, la gestion du Covid-19 par les États africains. Pour en parler, nous avons comme invité M. Bahouri, homme politique et ancien ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est partagé. Merci beaucoup. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à l'Union africaine, mais bien avant de parler de plusieurs sujets liés à cette institution panafricaine, déjà, nous allons commencer par l'historique. Quel est le rôle qu'a joué la Guinée concernant la création de l'Union africaine? Bon, vous savez, avant l'organisation de l'unité africaine, il y avait les États qui s'étaient regroupés entre deux blocs, le groupe de Casablanca et le groupe de Morovia. Les deux entités avaient toute la volonté d'aller dans le sens du fédéralisme. Mais il y avait des nuances et c'est à la rencontre d'Addis Abeba le 25 mai 1963 qu'ils se sont accordés au minima pour mettre en place les jalons de ce qui deviendra l'organisation de l'unité africaine. La Guinée, de ce point de vue, avait joué un grand rôle, notamment avec l'implication de son président, le président Sékou Touré, qui était à l'époque un modèle en ce qui concerne le processus d'indépendance des États africains, du fait qu'il était le seul pays francophone qui avait dit non au référendum du général de Gaulle du 28 septembre 1958. De ce point de vue, la Guinée était bien vue de l'ensemble des pays et des populations d'Afrique. À cela, il faut ajouter que la volonté d'aller dans le sens du panafricanisme avait déjà été exprimée de manière beaucoup plus institutionnelle en allant dans le sens de la fédération Guinée, Mali, Ghana. Donc tout cela montrait que la Guinée était prête à l'époque à perdre une partie de sa souveraineté pour s'intégrer dans un vaste ensemble qui pouvait être les jalons de l'État fédéral d'Afrique. Donc l'OIA a été une juste prolongation de la dynamique, de la volonté de faire du panafricanisme une dynamique politique active et non pas simplement théorique. Alors, justement, merci pour ce bref rappel historique. Alors, Monsieur le Président, de nos jours, l'institution vient de célébrer les 57 ans de sa création. À votre avis aujourd'hui, quelles sont, en termes de progrès, les avancées enregistrées après sa création, après 57 années d'existence? Bon, 57 années, c'est beaucoup et c'est peu à l'échelle d'un continent. En ce qui concerne les problèmes qui étaient les problèmes saillants de 1963, c'était surtout les problèmes de décolonisation d'un côté, les problèmes de l'apartheid de l'autre, et c'était les deux principaux problèmes qui étaient mis en exergue au niveau du continent africain. Oui. L'OIA a, de ce point de vue, contribué fortement au processus de décolonisation des États africains et aussi à la lutte contre le système d'apartheid qui a pris du temps avant de disparaître. Donc, sans entrer dans une analyse spécifique,
on peut dire que le bilan de l'OUA est de ce point de vue rempli. Oui. En ce qui concerne l'Union africaine, qui a été mise en place en 2002, actuellement, on peut dire que depuis 2 ou 3 années, il y a une volonté de réforme qui est engagée sous l'égide du président Kagame. Il y a des États, il y a des leaders qui veulent rénover le panafricanisme, lui donner un contenu beaucoup plus programmatique avec des résultats concrets. Mais de toutes les façons, il faut se rendre compte qu'il y a des pesanteurs parce que les défis sont devenus multiples, des États qui sont faillis un peu partout, la guerre au Sahel qui se prolonge avec des mouvements djihadistes, terroristes sur une bonne partie des États africains, et également la situation de pauvreté et les pannes en ce qui concerne le processus de démocratisation du continent. Tout cela, ce sont des enjeux et des défis qui impactent négativement dans le cadre du développement de l'Union africaine. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelques avancées, quelques velléités de changement qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut surtout encourager en ce qui concerne, par exemple, ce que le président Kagame avait mis en avant, la nécessité de trouver un financement idoine pour permettre à l'organisation d'avoir les moyens de sa politique en établissant une taxe spéciale sur certains produits d'importation pour satisfaire les besoins de la mise en force d'une véritable organisation qui pourrait avoir les moyens d'agir en ce qui concerne les aspects économiques et militaires, pour ne parler que de celle-là. Donc, il y a quelques accents qui sont développés, il faut le souligner. Actuellement, avec la maladie du coronavirus, il faut reconnaître que le CDC, qui est le centre de documentation de l'Union africaine en ce qui concerne la surveillance et la supervision de l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du continent, ses résultats et ses efforts sont notables pour permettre une coordination et une supervision à l'échelle du continent pour limiter la propagation de ce coronavirus. Alors, de la version originale, je vais parler de l'OUA aujourd'hui, c'est l'Union africaine. La Guinée a joué un rôle très crucial à travers son premier président. Je vais parler d'Ahmed Sékou Touré. Notre Guinéen a eu l'opportunité de diriger cette institution. Je veux parler de Diallo Telli. Concrètement, est-ce que cette institution, la Guinée n'a pas aujourd'hui, disons, une sorte de page noire dans la création, puisqu'on parle déjà que la Première République serait à l'origine justement de la mort de Diallo Telli? Bon, vous savez, il est regrettable que les personnages les plus illustres de notre pays aient péri dans des circonstances qui ne sont pas du tout à l'honneur de l'État et de la République de Guinée. Ce sont des faits de l'histoire. On y reviendra dans d'autres circonstances. Mais je dois dire que depuis lors, la Guinée a perdu de son attrait. Sur le plan diplomatique, elle était très active. Aujourd'hui, elle est presque, pendant plusieurs décennies, la diplomatie guinéenne, elle est absente. Oui. On se pose la question si elle existe même. Et la période où le président Alpha Condé a été le président en exercice de l'Union africaine en 2017, il a eu un prestige personnel, mais de ce point de vue, la Guinée n'a pas pu profiter de cette dynamique de la présidence par son chef d'État de l'Union africaine. Tout cela montre que nous manquons de politique structurelle pour asseoir une véritable diplomatie sur le plan continental. Il y a beaucoup plus d'une navigation à vue qui fait que nous perdons beaucoup d'opportunités et les acquis du passé sont en train d'être effacés par beaucoup de situations qui font qu'on ne parle même plus de la Guinée comme si elle est devenue une virtualité. Oui.
à l'échelle du continent, alors qu'elle a un grand potentiel, mais les dirigeants actuels semblent l'ignorer. Alors, Monsieur le Président, vous avez touché un point très important. Le président guinéen Alpha Condé a dirigé cette institution panafricaine en 2017. Aujourd'hui, les avis des uns et des autres restent partagés sur son bilan. En tant qu'homme politique, quel bilan faites-vous justement du passage du président Alpha Condé à la tête de cette institution panafricaine? Bon, je crois qu'il en a beaucoup plus tiré un prestige personnel pour lui. Et la Guinée, on se pose des questions si elle en a tiré grand-chose. Parce que derrière, pour accompagner la présidence de l'Union africaine, il aurait fallu une véritable diplomatie par derrière, avec une véritable institutionnalisation de nos diplomates, de nos carrières diplomatiques. Mais malheureusement, tout cela a fait défaut et c'est beaucoup plus des relations personnelles du président Alpha Condé qui l'ont accompagné dans dans ce projet à la tête de l'Union africaine. Ce sont des relations personnelles à lui. Ce n'est pas l'État guinéen en tant que tel, à travers une institution ou des institutions, à travers des hommes et des femmes aguerris à l'expérience diplomatique et l'expérience internationale qui ont été à côté de lui. C'est dommage, ce sont des opportunités qui ont manqué et tout cela amène à accroître l'absence de diplomates et de personnes guinéennes sur la scène internationale. Il y a quelques années, il y en avait, mais maintenant, ceux qui y sont, ce n'est pas par le biais de l'État guinéen, c'est par des opportunités personnelles ou le fait d'avoir des appuis autres qui leur ont permis d'acquérir des niveaux de responsabilité à l'échelle de beaucoup d'institutions internationales d'aujourd'hui. Ok. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Et après ce reportage, on reviendra avec vous pour justement analyser et avoir votre point de vue par rapport à ce reportage. On se retrouve. Dans un entretien sur France 24 et RFI à la faveur du 33e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé a enfoncé le clou de la crise politique guinéenne. Son projet de nouvelle constitution, dont il avait annoncé auparavant le couplage avec les législatives du 1er mars 2020. Aujourd'hui, la constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous minières aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, un fonds pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu'il veut. Soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir, Alpha Condé reste inflexible aux appels dans son pays et à l'étranger. Déterminé à faire valoir son projet de nouvelle constitution, l'homme fort de Conakry a de quoi justifier son nouveau cap. Ce que les Guinéens n'acceptent pas, c'est cette démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire, on peut accepter que certains chefs d'État changent de constitution 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne dit rien. Bon. Et pourquoi le cas de la Guinée poserait problème, alors que nous avons beaucoup d'autres cas où des chefs d'État ont fait 4 constitutions, 5 constitutions, 6 constitutions. À la première place du classement des chefs d'État africains accros au pouvoir, on retrouve le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, arrivé au pouvoir le 3 août 1979 après avoir renversé son oncle Francisco Macias Nguema. Cela fait plus de 40 ans qu'il dirige son pays. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, cet ancien militaire n'est pas prêt de céder sa place. Paul Biya, né le 13 février 1933. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Ahidjo le 6 novembre 1982 après la démission de ce dernier. Paul Biya est accroché au palais d'Etoudi depuis 38 ans.
grâce à la levée de limitation de mandat en 2008 et à l'opposition qui peine à se rassembler autour d'une candidature unique, Paul Biya semble se diriger vers une présidence à vie. Yoweri Museveni, né le 15 août 1944, il devient président de la République suite à un coup d'État militaire. À la tête de l'Ouganda depuis janvier 1986, il est l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde. Cet ancien agent des services secrets du président Milton Obote va attendre 1996 avant d'organiser une élection dont il sera le seul et l'unique candidat. Après 34 ans de pouvoir et une fortune non négligeable, il envisage de céder sa place, mais à son fils Muhoozi Kainerugaba. Idriss Déby, né le 18 juin 1952, l'homme d'État dirige le Tchad depuis le 4 décembre 1990. Le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Hissène Habré et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Il est officiellement président de la République du Tchad le 28 février 1991. En 23 ans de pouvoir, Idriss Déby Itno a souvent vu son gouvernement se fragiliser sans jamais être renversé. Cette liste des chefs d'État africains accros au pouvoir est loin d'être exhaustive. Le grand mérite revient au Cap-Vert. Cet archipel ouest-africain est souvent présenté comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. Le Cap-Vert s'est doté d'un régime parlementaire qui accorde l'essentiel du pouvoir à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Devenu indépendant en 1975, il a vécu sous un régime de parti unique avec le PAICV. C'est en 1990 que le multipartisme a été instauré avec le Mouvement pour la démocratie, MPD libéral, qui remporte les premières élections démocratiques de 1991. Depuis, l'alternance politique s'est toujours limitée à ces deux partis, PAICV et MPD. Né le 20 octobre 1950 et membre du Mouvement pour la démocratie MPD, Jorge Carlos Fonseca est l'actuel locataire du palais de Praia. Il est élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 21 août 2011 et réélu le 2 octobre 2016 pour un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution. Fort d'une démocratie reconnue, le Cap-Vert est le premier pays à bénéficier avec succès de plusieurs prêts du gouvernement américain. Compte des défis du millénaire, un fonds au développement établi en 2004 pour aider financièrement les pays qui adhèrent à une gestion économique libérale et qui respectent la démocratie et la bonne gouvernance. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité au bout de fil. Il s'agit bien sûr de M. Ba, homme politique et ancien ministre. M. Ba, vous êtes là. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi ce reportage de la rédaction politique de Star 21 TV. Rapidement, votre réaction là-dessus par rapport à la gestion du pouvoir en Afrique, notamment l'alternance démocratique. Quelle lecture faites-vous? Vous savez que à la fin des années 90, le monde africain avait été secoué par une vague de revendications démocratiques à travers les conférences nationales souveraines. Beaucoup de pays ont été impactés d'une manière ou d'une autre par cette dynamique continentale. C'est dans ce cadre que les partis uniques ont disparu et que le multipartisme est devenu la règle générale un peu partout au niveau du continent. Mais dans la pratique, le multipartisme n'a pas effacé les marqueurs de l'autoritarisme et des réflexes de parti-État qui étaient toujours présents dans la mentalité collective et au niveau des appareils d'État. Donc, la démocratisation a été domptée à la sauce des régimes totalitaires qui prospéraient durant les partis uniques. À l'heure actuelle, si vous regardez bien, les pays qui avancent, les pays qui prospèrent, les pays qui sont stables, ce sont les pays qui sont gouvernés de la manière la plus démocratique, où l'alternance est devenue une marque de fabrique. Vous avez le Ghana, vous avez certes le Cap-Vert,
vous avez l'île Maurice, vous avez des pays qui, de ce point de vue, avancent économiquement, socialement et sont stables. Quelle que soit la qualité d'un dirigeant, il est néfaste et contre-productif de s'éterniser longtemps au pouvoir, que ce soit au pouvoir politique, que ce soit même au sein d'une entreprise. Vous ne pouvez pas apporter pendant très longtemps une valeur ajoutée significative à une entreprise lorsque vous restez sans bouger de votre poste de travail. C'est valable à l'échelle de l'entreprise comme c'est valable à l'échelle du sommet de l'État. Parce que le fait de s'incruster longtemps amène des rigidités et des blocages qui nuisent à la pérennité de l'institution, de l'entreprise ou de l'État. Et très souvent, après la disparition de quelqu'un qui a trop duré au pouvoir, la reprise du processus normal prendra du temps avant d'émerger. Je vous donne l'exemple de la Libye actuelle. Oui. Certains vont dire que la chute de Kadhafi a apporté le chaos en Libye. Mais c'est la longue longévité de Kadhafi au pouvoir pendant 42 ans qui a préparé le lit à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le régime soviétique avait figé la société de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale pendant très longtemps. Oui. Sa disparition a demandé plus de 10 ans d'instabilité avant qu'avec l'arrivée de Poutine, que cette partie du monde puisse avoir plus ou moins de stabilité. Le changement est dans l'ordre naturel des choses. Okay. Refuser le changement, c'est aliéner la possibilité de progression et de maturation dans une dynamique harmonieuse d'un pays et d'une nation. Tous ceux qui veulent croire qu'ils sont indispensables sont en train de tuer leur pays à petit feu. Ok. Alors, Monsieur le Président, une dernière question, c'est concernant l'avenir du continent africain. C'est vrai qu'on a évoqué plusieurs cas concernant l'alternance démocratique aujourd'hui. La plupart des pays, vous avez cité le cas des pays où l'alternance est respectée, comme le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que le Ghana est un bon élève. Mais est-ce que le cas spécifique de la Guinée, on peut s'attendre à de l'alternance en 2020 chez nous? La Guinée joue toujours hors jeu. La Guinée est toujours en marge de la dynamique gagnante. Et c'est en cela que les responsabilités actuelles sont à condamner. Parce qu'ils jouent contre l'intérêt de la Guinée, l'intérêt du processus de maturation et de progression de la nation guinéenne. Soit il y a une volonté régressive de revenir sur les acquis démocratiques en Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue, la Guinée est devenue le mauvais exemple que d'autres, et espérons-le, ne suivront pas. Et c'est la raison pour laquelle la responsabilité des démocrates et des Guinéens, de manière générale, est très importante, parce que de l'avenir de la démocratie en Guinée dépend en partie l'avenir de la démocratie en Afrique occidentale. Ok. Bien. Monsieur le Président, rien n'est encore joué. Voilà, on n'est vraiment pas de temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà. Ainsi prend fin cette émission avec comme invité, comme vous l'avez constaté, M. Bahouri, homme politique, ancien ministre. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble. Continuez à vous laver les mains de façon régulière. Prenez soin de vous. Chaque vie, chaque jour est une vie. À bientôt.